Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, j'ai le plaisir de vous parler de quand intervenir pour l'insuffisance tricuspide. Hop. Alors finalement, la valve tricuspide, l'insuffisance tricuspide, c'est un peu comme Cendrillon. Ça veut dire qu'il y a quelques années, c'était la valve oubliée, ça intéressait personne. Et puis là, en ce moment, c'est vraiment le sujet à la mode. La preuve, c'est que vous avez dédié une session entière à la tricuspide, alors que vous avez splitté en deux la valve aortique et la valve mitrale. Donc c'est vraiment le sujet. Il y a un regain d'intérêt du fait de sa prévalence, du fait de sa gravité et de la nécessité d'une prise en charge spécifique avec notamment le développement des traitements percutanés et une meilleure évaluation du risque opératoire. Est-ce que c'est fréquent l'insuffisance tricuspide? La réponse est c'est fréquent et c'est d'autant plus fréquent qu'on vieillit. Et en pratique, s'il y a un chiffre à retenir, c'est que 4% des personnes de plus de 75 ans, donc en population générale, ont une insuffisance tricuspide significative, ce qui veut dire qu'il y a des millions de patients dans le monde qui ont une insuffisance tricuspide significative. Les étiologies, Thierry vous en a parlé, ou les mécanismes, il y a les mécanismes primaires, primitifs, organiques, donc c'est une atteinte intrinsèque de la valve, une atteinte congénitale, une endocardite par exemple, et les atteintes secondaires ou fonctionnelles, c'est secondaire au remodelage du ventricule droit et ou de l'oreiller droit. Alors, comme l'a très bien dit Thierry, plus de 90% des IT, elles sont secondaires, et notamment dans près de 50% des cas, elles sont secondaires à une valvulopathie du cœur gauche, le plus souvent une valvulopathie mitrale. Les mécanismes qui aboutissent à une insuffisance tricuspide fonctionnelle, ils sont en fait, c'est une cascade physiopathologique qui est complexe. En général, c'est une atteinte du cœur gauche, une cardiopathie dilatée, une atteinte valvulaire, de l'arythmie, qui va aboutir à une dilatation atriale, une hypertension artérielle pulmonaire, un remodelage ventriculaire droit. Et au final, finalement, vous allez avoir deux éléments, la dilatation de l'anneau et le tenting. Et en général, il y aura un certain degré de l'un et ou un certain degré de l'autre. Et finalement, c'est cette dilatation annulaire et ce tenting qui vont aboutir à la fuite tricuspide fonctionnelle. Sachant que le fait d'avoir une fuite, ça va dilater les cavités droites et que la dilatation des cavités droites va encore dilater l'anneau, qui va encore aggraver la fuite. Et finalement, vous rentrez dans un cercle vicieux. Alors Thierry vous en a parlé, et là en fait ils viennent de publier la semaine dernière donc les dernières recommandations pour la quantification de l'insuffisance tricuspide, et en fait personnellement j'étais un peu déçu parce qu'ils ont fait copier-coller de 2013, ils ont juste mis 2022, il n'y a eu aucun changement, dans la mesure où à la différence de la mitrale où ils ont scindé, ici ils ont laissé les mild, moderate et severe, ce qui est bien, mais personnellement je suis un peu ennuyé parce que dans le moderate c'est un fourre-tout, dans la mesure où il y a celui qui est un peu minime à modéré, et celui qui est à modéré à moyen, voire à sévère, et celui-là, à mon avis, qui n'a pas le même pronostic. Enfin, c'est publié. Donc, il manque quelque chose. Et ils ont rajouté ce qu'avait proposé Rebecca Hahn, et ce dont a parlé Thierry, c'est en plus des sévères, les massifs et torrentiels, qui, eux, vont avoir un intérêt surtout pour le cardiologue interventionnel, en effet, parce que quand il réduit la fuite, on améliore le pronostic. Pas pour le chirurgien, parce que le chirurgien, quand il opère, en général, à la fin, il n'y a plus rien. Alors, ça à interpréter avec précaution, dans la mesure où pour les quantifications, ils utilisent la vena contracta et la surface de l'orifice régurgitant, et dans ce registre multicentrique, vous voyez notamment avec l'équipe nantaise, et quand on comparait pour un patient donné le degré de sévérité de la fuite suivant le paramètre utilisé, donc soit la surface de l'orifice régurgitant, soit la vena contracta, et on s'apercevait en rouge chez les patients qui sont concordants suivant la méthode utilisée, en jaune c'est ceux pour lesquels il y a des discordances de grade, vous voyez qu'il y a beaucoup de discordances de grade, donc finalement la quantification c'est quelque chose de difficile. Et c'est d'autant plus difficile que vous savez comme moi que le degré de sévérité de la fuite, il dépend de la volémie. Et par exemple, le patient qui arrive hier pour une décompensation cardiaque en IT, qui a cette fuite-là à gauche, je suis sûr que lundi, quand je vais le retrouver après sa perfusion de l'ASIX tout le week-end, elle va bien diminuer. Donc la quantification est difficile. On n'est pas tous d'accord sur la façon de le faire. On n'est pas tous d'accord sur les grades. Pour simplifier, nos amis d'Amiens ont proposé de regrouper les massifs et torrentiels avec des éléments qui sont assez simples, qui sont un défaut de coaptation de plus de 1 cm, unité laminaire et un reflux dans les veines sus-hépatiques, donc choses qui sont finalement relativement simples. Donc tout ça, c'est en cours de développement, de discussion et de progrès. Est-ce que c'est grave d'avoir une fuite tricuspide? La réponse, elle est oui. Il y a plus de mortalité, il y a plus de morbidité. La morbidité, c'est l'altération des capacités fonctionnelles, c'est l'arythmie, c'est les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et ceci est vrai, quel que soit le mécanisme. On s'en fiche de savoir si c'est primitif, si c'est primaire ou secondaire. Vous avez une fuite, si elle est sévère, c'est plus grave que si elle est modérée. La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que c'est un facteur de risque ou un marqueur de risque? Et ça, David Messi-Cazetoun, quand il était à la Mayo, avait montré sur des patients qui avaient une IT organique isolée, donc ils n'avaient que ça, par exemple un jeune de 30 ans qui avait un accident de scooter, il a montré qu'ils avaient une mortalité et une morbidité, donc ACFA, insuffisance cardiaque, nettement supérieure à la mortalité et la morbidité attendue, donc c'est vraiment un facteur de risque.
Et là, toutes les études sont consensuelles. Plus votre fuite tricuspide est sévère, plus votre pronostic est altéré, donc mortalité et morbidité. Et ceci est vrai même lorsqu'on rajoute les nouveaux grades que sont massifs et torrentiels regroupés ici ou regroupés dans le véricivaire. Donc, quand vous avez une fuite plus que sévère, entre guillemets, en effet, votre pronostic est plus grave que si vous avez une fuite sévère, qui lui-même est plus grave que si vous avez une fuite modérée. Donc il y a vraiment un continuum. Alors, on a des recommandations qui viennent d'être publiées l'année dernière, à la fois européennes et américaines. Je reprends rapidement donc, ce qu'a dit Thierry. Donc, il y a 2 situations cliniques. La première situation clinique, c'est le patient. De toute façon, vous l'adressez au chirurgien pour une chirurgie valvulaire du cœur gauche, en général une chirurgie valvulaire mitrale. La question qui se pose, c'est est-ce que dans le même temps, le chirurgien, il doit faire une chirurgie valvulaire tricuspide concomitante? La réponse, elle est oui, s'il y a une fuite tricuspide sévère associée, et ça, c'est une classe 1. Et elle est oui, avec une classe 2A, si le patient a un anneau dilaté supérieur à 40 mm, quel que soit le degré de sévérité de la fuite, sachant, et c'est le petit bémol, c'est que ce qu'on mesure en ETT, apical 4 cavités haute, en fait, on ne mesure jamais le grand axe. On sous-estime dans l'incidence apicale 4 cavités le grand axe qu'on aurait en 3D. En moyenne, on sous-estime 4 mm. Donc, quand vous dites 42, en fait, le patient, il a peut-être 46. Mais à la limite, peu importe du chiffre à proprement parler, si vous avez plus de 40, ça veut dire que l'anneau, il est dilaté, c'est-à-dire qu'il est malade, c'est-à-dire qu'il va continuer à évoluer pour son propre compte, et que donc, il y a un bénéfice à ce que le chirurgien fasse une annuloplastie dans le même temps. Alors vous voyez, donc là c'est pas encore publié, on vient de le soumettre, c'est le registre EuroHeart Survey, mais ça c'est spécifique les parties ancillaires sur la tricuspide, et vous voyez que le fait d'avoir unité significative en noir et rouge, en fait c'est très très important chez les patients qui ont une valvulopathie mitrale. En gros, quand vous avez un RM serré ou une IM sévère, primaire, secondaire, et vous avez dans plus de 30% des cas une IT au moins moyenne associée. Donc c'est vraiment 2 pathologies qui sont très fréquemment associées. Thierry en a parlé, donc la chirurgie concomitante, l'étude Princeps, c'était celle de Gilles Dreyfus, où il avait montré le bénéfice de faire une chirurgie concomitante lorsqu'on avait un anneau dilaté, en montrant que finalement, avec le temps, ça permettait d'éviter des IT sévères, en général, à 10 ans. Et ce, d'autant plus, les arguments pour faire cette intervention, c'est que c'est un geste qui est rapide, simple, je parle sous le contrôle des chirurgiens, qui n'est pas associé à une surmortalité. Et vous voyez, donc ça, c'est pareil, le registre EuroHeart Survey, vous voyez que finalement, nous, les cardiologues, on a très bien, et les chirurgiens, on a très bien adhéré aux recommandations, qui datent maintenant de 2007, donc on a 10-15 ans de recul. Et vous voyez, par exemple, un patient qui a une insuffisance mitrale et que vous faites opérer, qui a aussi, en même temps, une insuffisance tricuspide sévère, c'est une classe 1 des recommandations pour faire un geste concomitant, et c'est ce qu'on fait bien dans 95% des cas, donc on respecte bien les recommandations pour les classes. Pour les classes 2A, donc les patients qui n'ont pas une unité sévère sur une dilatation de l'anneau, là, il y a cette étude dont a parlé Thierry du New England qui montre qu'il y a un bénéfice à faire cette intervention, bénéfice qu'il faut tempérer par le fait qu'il y a un peu plus de pacemaker, puisqu'en général, dans 10-15% des cas, même quand vous faites une annuloplastie, vous allez avoir un pacemaker. Alors ça, finalement, c'est relativement simple parce que vous adressez le patient pour une chirurgie valvulaire du cœur gauche. La question, c'est est-ce que je rajoute l'anneau ou est-ce que je ne rajoute pas l'anneau? Et finalement, on est assez consensuel. Il y a des recommandations claires et nous, on fait bien les choses. Après, il y a le cas des patients qui ont une IT sévère fonctionnelle, qui est vraiment notre pain quotidien. Et ces patients, qu'est-ce qu'on fait en général? On les traite par diurétique. Et quand on met des diurétiques, en fait, on diminue la volémie. Donc, on améliore les signes de surcharge, on améliore les symptômes et les patients vont bien. Pour moi, c'est un peu comme quand on met la poussière sous le tapis. À court terme, ça marche plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'on n'a pas résolu le fond du problème, la cause, et qu'à un moment, ça va déborder et ça va recommencer. Si on prend ce registre français, 18 000 patients hospitalisés en France pour de l'insuffisance cardiaque, pas des patients ambulatoires, des patients hospitalisés. Sur 18 000 patients, insuffisance cardiaque, insuffisance tricuspide, il n'y en a que 10% qui vont finir chez le chirurgien. Et si vous regardez dans le registre multicentrique qu'on a fait, en France, il y a à peu près 100 patients qui sont opérés tous les ans d'une chirurgie tricuspide isolée, ce qui revient à peu près à 2 patients, enfin c'est pas à peu près, j'ai regardé les chiffres, c'est 2 patients par an au CHU de Nantes, donc vous voyez un beau CHU avec beaucoup de chirurgie, en fait il n'y a que 2 patients tous les ans qui sont opérés pour une chirurgie tricuspide isolée. Je vous rassure, c'est pareil partout, en moyenne en France c'est entre 2 et 6 patients, donc c'est très peu de patients opérés. Une des raisons, c'est que jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à 2021, il n'y avait pas de recommandation claire sur la chirurgie tricuspide isolée, mais les choses ont changé et les Américains comme les Européens ont été très très clairs en vous disant j'ai un patient qui a une fuite tricuspide sévère, fonctionnelle, symptomatique, le VD n'est pas à plat, le VG n'est pas à plat, il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire sévère, c'est d'une indication de classe 2A pour les deux, les Américains et les Européens, à faire un geste de chirurgie valvulaire tricuspide isolée.
Alors, le petit bémol qui nous a freiné pour envoyer les patients à la chirurgie, c'est la mortalité. Parce que si on regarde tous les registres, américains en haut, français en bas, mais le sud-coréen c'est le même, on se retrouve avec 10% de mortalité. Et nous, en tant que praticien, en tant que docteur, on n'a pas envie d'envoyer nos patients au casse-pipe. Et 10% de mortalité, on trouve que c'est beaucoup. Alors le problème, c'est que ce sont des études avec des registres épidémiologiques. Donc la question, c'est 10% en population, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est le patient qui est en face de nous, quel est son risque. Et pour cette raison, on a fait un registre multicentrique avec 12 centres français sur une période de 11 ans. On a pris tous les patients qui ont une chirurgie valvulaire tricuspide. On a enlevé tous ceux qui avaient une chirurgie du cœur gauche concomitante, donc c'est la grande majorité, c'est 92% des patients. On a pris que les 8% qui avaient une chirurgie tricuspide isolée, en gros la moitié d'organique, la moitié de fonctionnel. Donc vous voyez, multicentrique, et je remercie l'équipe de Nantes qui était représentée par Thomas et Thierry. Et on a retrouvé ce même chiffre magique, c'est assez intéressant, ce chiffre de 10% de mortalité en globalité. Mais si vous regardez, en fait, ce chiffre de 10%, il cache de grandes disparités. Le patient qui était opéré pour une IT sur une endocardite, il avait moins de 5% de mortalité. Le patient qui était opéré pour une fuite fonctionnelle à distance d'une chirurgie du cœur gauche, il avait près de 16% de mortalité. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous analysez les facteurs prédictifs, le mécanisme l'étiologie ne ressort pas comme un facteur prédictif de mortalité. En fait, peu importe, soit une endocardite, une cause fonctionnelle, ce qui va compter, c'est la présentation préopératoire. Le statut clinique, NYHA, insuffisance cardiaque droite, le statut biologique, bilan hépatique, bilan rénal, et l'échocardiographie, la taille des cavités droites, la fonction du ventricule droit. Alors, nous, on aime bien évaluer le risque par des scores. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de STS score, il n'y a pas d'Euroscore spécifique pour la chirurgie valvulaire tricuspide isolée. Et c'est ça qui nous a poussé à développer un score spécifique, donc c'est le seul score spécifique qu'on a appelé le TRI-score, basé sur 8 paramètres simples à recueillir: AH supérieur à 70 ans, stat NYHA 3 ou 4, signe clinique d'insuffisance cardiaque droite, dose de l'azilique supérieure à 125 mg par jour, débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, de bilirubine totale au-dessus du seuil, FEVG inférieur à 60%, qui est pour moi un marqueur de dilatation ventriculaire droite. Quand vous avez un VD dilaté, souvent vous avez une cinétique septale paradoxale avec, on dit, une FEVG à 55%, et dysfonction ventriculaire droite significative. Donc là, on peut discuter, mais en gros, c'est dire le VD, il est vraiment fatigué, et on est tous d'accord. À partir de là, chaque paramètre est associé à 1 ou 2 points. Donc le patient va avoir entre 0 et 12 points. Quand il a 0 points, il a 1% de risque de mourir. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et quand il a plus de 9 points, il a 65% de risque de mourir, avec, vous voyez, une nerf sur la courbe à plus de 80%, là où l'Euroscore est très, très, très nettement en dessous. Alors, ici, vous voyez la différence entre les patients opérés pour des IT fonctionnelles en rouge et en gris les patients qui avaient des IT organiques. Et vous voyez que les patients qui ont des IT fonctionnelles étaient opérés à un stade beaucoup plus tardif, avec un nombre de points beaucoup plus important que les patients qui avaient des IT organiques, IT fonctionnelle en rouge, IT organique, donc nombre de points plus important, ce qui explique qu'ils aient une mortalité plus importante, sachant qu'à nombre de points égal, la mortalité est la même. En gros, un patient qui est opéré pour une endocardite, souvent c'est un jeune de 35 ans qui va bien par ailleurs. Le patient qui a 70 ans, qui est opéré alors qu'il a déjà eu la chirurgie valvulaire mitrale, ça fait des années qu'on laisse traîner, le VD s'est fatigué, on a augmenté les diurétiques, etc. Donc il a plus de points parce qu'il est pris en charge plus tardivement. Et vous voyez, ici finalement dans le registre français, on avait en fait finalement que la moitié des patients qui étaient pris en charge, on va dire avec un score faible, entre 0 et 3 points de TRI-score, et que ces patients-là, ils avaient un devenir qui était extrêmement bon. Ils avaient entre 0 et 5% de mortalité à court terme, mais si on regarde le follow-up à moyen terme, il était excellent. Inversement, proportion non négligeable de patients qui opéraient avec un score très très important, et ce qui, moi, m'a vraiment impressionné, c'est des registres de vraie vie, c'est finalement il y a des patients qui ont été opérés, on ne le savait pas à l'époque, on n'avait pas le score, avec un risque opératoire de 48% ou 65%. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a le score, vous allez faire opérer des patients en leur disant: écoutez, monsieur, madame, vous avez une probabilité sur 2 de mourir, ou monsieur, madame, vous avez 2 probabilités sur 3 de mourir? A priori pas, et j'espère que c'est ça l'utilité du score, c'est de dire, ceux-là, on va peut-être pas leur proposer la chirurgie. Donc, on avait développé ce score. On a mis en place un calculateur en ligne que j'espère vous allez mettre dans vos favoris dès aujourd'hui, sur le www.tri-score.com. Et comme ça, vous pouvez sortir soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone en étant en consultation, en étant en hospitalisation. Vous allez avoir sur le site internet cette fenêtre avec les 8 paramètres. Donc, si vous cochez aucun des paramètres, vous avez le patient à 0 points et donc une probabilité de mourir de 1% post-opératoire. Et donc là, il ne faut pas hésiter à l'adresser au chirurgien. Thierry vous a dit, on préfère la plastie au remplacement, surtout pour les IT fonctionnelles.
Alors, l'argument, mais alors ça, c'est des études, c'est pas une étude randomisée. Donc, c'est des registres où on vous dit qu'en gros, la plastie, il y a moins de mortalité que le remplacement. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a moins de pacemakers. En gros, 3 fois plus de pacemakers quand vous faites un remplacement que quand vous faites une annuloplastie, sachant que l'anneau est ouvert justement dans l'optique d'essayer de diminuer le taux de pacemaker. Thierry vous a dit également qu'il faut toujours privilégier un anneau rigide et éviter toutes les autres techniques quand on fait une plastie. En pratique aujourd'hui, quand le patient il est opéré pour une chirurgie du cœur gauche et qu'on fait un geste concomitant sur la tricuspide, en général, le chirurgien il met un anneau, 96% des cas, donc c'est quasiment que des anneaux. Inversement, quand c'est une chirurgie tricuspide isolée, souvent vous avez un dégât valvulaire important, une évolutivité, une maladie qui évolue depuis longtemps. Et donc, dans 57% des cas, c'est une bioprothèse, une plastie dans un peu plus de 40% des cas. Et vous voyez, en fait, la prothèse mécanique, c'est quasiment exceptionnel, on n'en est pas en position tricuspide. Thierry vous en a également parlé. Quand vous avez un tenting important, et ça, je pense, c'est vraiment un piège sur lequel il faut être sensibilisé. Pour ces patients-là, il ne faut pas faire d'annuloplastie. En gros, hein, ça, c'est une petite image. Quand vous faites une annuloplastie pour un patient qui a un tenting, en gros, vous êtes sans efficacité, voire même des fois, vous aggravez la fuite en post-opératoire. Donc, il ne faut pas se tromper. Sachant que, et ça, j'insiste beaucoup sur ce point, quand il y a une mauvaise plastie, après, faire un valve-in-ring, c'est compliqué, alors que faire un valve-in-valve, c'est très simple. Donc, il vaut mieux mettre une bonne bioprothèse qu'une mauvaise annuloplastie. Inversement, donc on calcule le score, le patient est à haut risque. Pourtant, vous avez vu, vous avez mis âge 75 ans, stade NYHA, et le patient il a des œdèmes et il a 125 mg de Lasix. Et ben, il a 22% de risque opératoire, de risque de mourir, c'est-à-dire de ne pas sortir du CCN, ou peu importe, de l'hôpital. Donc pour ces patients-là, on va avoir envie de proposer un traitement percutané. Aujourd'hui, 2 stratégies, réparation, remplacement. Le remplacement, c'est vraiment en cours de développement, on est au balbutiement. La réparation, par contre, c'est vraiment en plein essor avec maintenant beaucoup de patients traités. Le plus souvent, c'est une réparation bord à bord. Quand vous regardez les registres, le fait d'avoir un bon résultat procédural va permettre de réduire la mortalité, de réduire le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque par rapport aux patients qui sont traités médicalement. Attention, ce sont déjà justement des scores de proportion. Ce n'est pas une étude randomisée, mais on a l'impression qu'il y a un bénéfice. Le registre Illuminate, donc avec le TriClip, donc les patients, on regarde en fait avant qu'ils soient traités et à 1 an. Le registre montre que finalement les patients traités par TriClip vont avoir une diminution du degré de sévérité de la fuite, une amélioration du statut NYHA, une amélioration de la qualité de vie, un remodelage ventriculaire droit inverse et moins d'hospitalisation dans l'année qui suit par rapport à l'année qui précède. Et il y a 2 études randomisées en cours, 2 très belles études, l'étude américaine Triluminate et l'étude TriFR, et vraiment on se félicite et on peut remercier l'équipe de Rennes coordonnée par Erwan Donal, où donc c'est la même chose que Mitra FR, mais cette fois en position tricuspide. On va randomiser les patients qui ont une insuffisance tricuspide fonctionnelle entre traitement médical optimal, en français le traitement médical optimal ça s'appelle le diurétique, et le clip. Vous voyez qu'il y a une bonne dynamique, l'objectif d'inclusion c'est 300 patients, on a dépassé je crois la barre des 200, donc vraiment ça prend bien et on a beaucoup de patients. Donc finalement, pour moi, ce que je dis toujours aux patients et à mes collègues, c'est que quand vous avez une fuite tricuspide, pour moi, je le dis, c'est comme quand vous avez une fuite au plafond. Quand vous avez une fuite au plafond, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous mettez des bassines d'eau, on appelle ça des diurétiques, et vous appelez le plombier, pour nous, c'est le chirurgien, et après, vous êtes sûr. Quand on a une insuffisance tricuspide, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met des bassines, ça s'appelle des diurétiques, mais on n'appelle pas le chirurgien. Et en pratique, qu'est-ce qui va se passer? La fuite va s'aggraver. Et donc, on va être obligé d'augmenter le nombre de bassines, c'est-à-dire d'augmenter la posologie du diurétique jusqu'au moment, le problème, c'est même plus la fuite qui est torrentielle, que les dégâts valvulaires occasionnés. Et à ce moment-là, c'est probablement trop tard pour un traitement curatif. Donc pour conclure, l'insuffisance tricuspide, c'est un problème de santé publique parce que c'est fréquent, c'est grave, qui a besoin d'une prise en charge spécifique curative qui peut être ou qui pourra être, ça va évoluer chirurgical ou percutané, et ce, plus précocement, avant les dommages aux organes. Malheureusement, cette stratégie curative, au moment où on se parle, elle n'est que très rarement réalisée. Et on a la chance d'avoir vraiment cette belle étude française TriFR en cours randomisée qui va nous permettre de montrer l'impact de la réduction de la fuite sur la morbidité et la mortalité. Et l'idéal, après, à terme, ça va être de trouver finalement le bon candidat pour le bon traitement au bon moment. La dernière diapositive pour les recommandations. Et ça, c'est vraiment la nouveauté. Patient qui a une IT fonctionnelle sévère symptomatique, sans dysfonction ventriculaire gauche ou ventriculaire droit sévère, sans hypertension artérielle pulmonaire sévère, et malgré le traitement diurétique, c'est une indication de classe 2A pour une chirurgie valvulaire tricuspide. Les recommandations, elles s'arrêtent là. Après, c'est moi qui ajoute, mais le problème, c'est que vous avez envie d'adresser votre patient au chirurgien, mais vous dites s'il a 60% de mortalité, peut-être que finalement, vous n'allez pas forcément avoir très envie. Donc, vous avez envie d'évaluer le risque opératoire, et ça, c'est l'intérêt du score, que j'espère que vous allez mettre dans vos favoris, je vous l'ai dit. L'idée, c'est vraiment de dire, mon patient, il a faible risque,
opératoire, je l'adresse au chirurgien, réparation, remplacement. Le patient est là, oui, je vais plutôt proposer un traitement percutané, sachant qu'aujourd'hui en France, c'est uniquement dans le cadre de protocole, soit une réparation bord à bord si le patient est éligible dans le cadre de l'étude TRIFR, ou soit s'il n'est pas éligible. Aujourd'hui, on a la possibilité de proposer un remplacement valvulaire tricuspide percutané, qui à mon avis est vraiment l'avenir. Et vous voyez que donc ça, c'était ma diapositive, mais Colombo et Maezano, qui sont quand même des gens très influents, finalement reprennent exactement cet algorithme en disant quand il y a une unité sévère, on évalue le risque opératoire. Si le risque opératoire est acceptable, et c'est là qu'il va falloir qu'on définisse les choses, on y travaille, ben on propose une chirurgie. Si le risque opératoire est élevé, ben on s'orientera plutôt vers un traitement percutané si c'est faisable. Et si c'est pas faisable, malheureusement, et ça Patrice va vous en parler, à ce moment-là, ben on continuera le traitement médical. Je vous remercie.